Vos deux centres de rénovation Home Hardware de Newport et Lance à Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Rétrospective 2018. 2018 a été riche en actualités. Revivez les moments marquants de l'année à TVCGR dans cette première partie de Rétrospective. Voici les nouvelles qui ont marqué le premier trimestre de l'année. Une nouvelle a fait réagir dans la MRC du Rocher-Percé. La Caisse de dépôt et de placement du Québec aurait pu vendre ses actifs dans Simon Mécanis. Thierry Haroun avait obtenu ce qui suit. La nouvelle récente de l'agence financière new-yorkaise Bloomberg est tombée comme une tonne de briques sur le fil de l'actualité récemment en annonçant que la Caisse de dépôt et ses partenaires auraient fait appel à des conseillers afin d'évaluer différents scénarios concernant la poursuite de ses activités dans la cimenterie, qui incluraient la vente de ses actifs, la recherche de nouveaux partenaires ou encore le maintien du statu quo. Réagissant à certains titres catastrophistes dans les médias quant à l'avenir de la cimenterie de Port-Daniel, la préfet Nadia Minassian remet les choses en contexte. Alors là, on est vraiment loin de fermeture d'usine. On est très, très loin aussi de dire vente d'usine de ciment mécanisme. On est dans l'embauche d'un consultant pour explorer des scénarios. Alors pour moi, c'est pas une nouvelle qui est inquiétante. Au contraire, c'est une nouvelle qui est rassurante parce que ça veut dire qu'on explore les meilleures possibilités d'affaires pour la cimenterie. Et c'est même pas une nouvelle en soi pour moi, c'est de l'administratif, c'est des affaires. Moi, ce qui me préoccupe plus, c'est de voir quelle décision qui va découler de cette analyse-là. Et une fois cette analyse-là faite, c'est d'être certain qu'on continue à être en mesure de mettre de l'avant le pôle de technologie verte parce que c'est vraiment cette étape-là que la MRC, on veut mettre de l'avant dans les prochaines années. Même son de cloche pour le maire Henri Grenier, qui toutefois s'attendait à une telle annonce, mais pas de sitôt. Je suis sûr et certain que la Caisse de dépôt, je veux dire, en détenant des actions dans Ciment Mécanis, c'est pas sa mission, je veux dire, d'opérer une usine, d'opérer une cimenterie. OK, oui. Moi, je m'attendais, je veux dire, à cette nouvelle, mais peut-être pas aussi rapidement. Je m'attendais à une nouvelle comme celle-là, peut-être un an et demi, mais c'est plus vite que j'avais prévu. L'ex-maire de la municipalité, Maurice Englehart, qui a appuyé sans réserve ce projet d'un peu plus d'1 milliard de dollars dès ses balbutiements du temps qu'il était au pouvoir, estime que la stratégie de la Caisse viserait à faire contrepoids au protectionnisme américain. Sur le coup, ça me surprenait. Puis après ça, j'ai réfléchi un peu, puis je suis venu à la conclusion que c'est peut-être la meilleure façon de se protéger contre le protectionnisme de M. Trump. Parce que si la cimenterie est achetée par des intérêts américains, le marché américain va réouvrir ses portes parce qu'il faut se rappeler que dans le plan d'affaires de Ciment Mécanis, c'était d'abord pour combler des besoins dans l'Est des États-Unis. Une personne influente du secteur économique de la MRC nous a dit à micro fermé qu'il n'y a pas de fumée sans feu, en cela que la cimenterie pourrait bien intéresser un concurrent sérieux. Chez Simon Mécanis, on s'est refusé à tout commentaire, nous renvoyant à la Caisse, laquelle n'a pas cru bon nous retourner nos demandes d'entrevue, tant par téléphone que par courriel. Thierry Haroun, TVCGR, à Percé. Il y a eu de fortes marées qui ont frappé le littoral de Chandler dans la nuit du 4 au 5 janvier 2018 et celles-ci ont causé, entre autres, des inondations. Thierry Haroun avait fait le point avec les autorités. Pas moins de 12 résidences et chalets situés le long de la rue de la Plage ont été secoués, parfois très sérieusement, alors que 9 personnes ont dû être évacuées rapidement pour assurer leur sécurité en plein milieu de la nuit. Une équipe de 8 pompiers en sécurité incendie de Chandler était à pied d'œuvre pour l'évacuation. Le directeur général de la sécurité civile, Jacques Bélanger, confirme que l'évacuation de toutes les équipes mobilisées se sont bien déroulées. Il fait également valoir que l'heure est au bilan. On est au niveau du constat des dommages. Il va y avoir des visites de fait par les conseillers en sécurité civile pour voir si effectivement ces résidences-là peuvent être acceptées, éligibles au programme d'aide financière. On va aller voir effectivement si c'est de quoi qui est éligible à l'aide financière. Si c'est un chalet, il va falloir que les gens ils s'arrangent par eux-mêmes. Mais si c'est une résidence principale, là, on va la faire évaluer par des experts de chez nous, des hydrologues, des géomorphologues, etc., pour voir si c'est vraiment une résidence qui risque d'être en danger à la prochaine tempête encore. Les personnes évacuées ont depuis regagné leur résidence, confirme la mairesse Louisette Langlois, qui tient à féliciter toutes les équipes.
Je trouve que malgré tout, ça s'est bien passé. Nos équipes ont bien géré les problèmes de tempête cette journée-là. Quant à la rue de la plage, on a évacué tôt le matin 9 personnes à 3h30 du matin. Et puis, ça s'est bien passé. Il y a eu moins de débris, de bris que 30 décembre 2016. Les gens ont pu intégrer leur résidence en fin de journée après, puis quelques-uns peut-être le lendemain parce que il y a une couple de chalets qui ont eu vraiment des bris, mais tout est rentré dans l'ordre actuellement, puis on veut plus de tempête comme ça, là. Elle tient toutefois à dire aux citoyens concernés par les malheureux événements de faire preuve de patience. Oui, tout à fait. Il faut que ces gens-là communiquent avec la sécurité civile, le bureau régional, il y en a un à Gaspé, puis il y en a un à Rimouski. Oui. Alors, il faut faire preuve de patience parce que ça prend vraiment un peu de temps avant de tout analyser les dossiers, faire le bilan des tempêtes, faire le bilan aussi des bris. Alors, il faut que chaque citoyen ait des photos. De toute façon, notre sécurité civile ici, nos pompiers ont pris des photos des bris sur les chalets, les maisons. Et puis, ils vont avoir ça, là, c'est le support qu'on donne à ces gens-là pour pouvoir faire leur rapport à la sécurité civile. Thierry Haroun pour TVCGR, à Percé. À Chandler, le salaire du nouveau directeur des travaux publics avait créé des remous au sein des conseillers, ce qui a conduit à des règlements de compte lors d'une séance extraordinaire tenue dans une ambiance toxique. Thierry Haroun était sur place. La séance du 17 janvier s'est ouverte avec un lavage de linge sale en public alors que le conseiller de Newport, Bruno-Pierre Godbout, le protagoniste de toute cette saga, a rappelé à la mairesse Louisette Langlois qu'elle avait eu tort de lui avoir refusé de mettre ce sujet à l'ordre du jour le 15 janvier. Ce dernier n'a pas non plus apprécié le préambule de la mairesse qu'il trouvait beaucoup trop long, lui qui voulait aller droit au but. On peut les entendre. Madame Lacoste, j'allais où avec ça? Ben, il faut faire une police. Je vous ai demandé le décorum, s'il vous plaît. J'ai dit que je faisais un bref historique. C'est nous qui avons demandé la séance extraordinaire ce soir. On a une proposition à faire, puis après ça, on s'en va si ça passe. Écoutez, dans le respect des citoyens, il y a des gens qui sont ici pour faire un historique et je suis en train de le faire. L'historique, c'est pas S'il ça. vous plaît, cessez de troubler la réunion. Maintenant, l'histoire est la suivante. Le 16 octobre dernier, le nouveau directeur des travaux publics est engagé au salaire de 100 000 $ avec l'appui de l'ancien conseil municipal. Or, une fois mis au fait, une cadre de la ville, qu'on ne peut pas nommer ici, est mécontente d'apprendre que ce dernier a un salaire plus élevé que le sien et envoie une lettre le 11 janvier au nouveau conseil municipal pour demander l'équité salariale. Un litige que M. Godbout décide de mettre au grand jour, aux grandes dames de la mairesse, d'où la prise de bec publique qui dure depuis quelques jours. Il a été finalement décidé de mandater une firme de mettre à jour tous les salaires des cadres à la lumière du 100 000 $ que reçoit le nouveau directeur des travaux publics. Chose certaine, M. Godbout persiste et signe et pas question de payer ce salaire quoi qu'il advienne. Le 100 000 $, êtes-vous pour ou contre? Contre. Contre, d'accord. Vous avez dit tout à l'heure que les gens de Newport ne vont pas payer pour ça, ce qui signifie que les conclusions de l'étude SCE, si jamais elle décide de laisser le poste à 100 000 $ et que les autres postes seraient réajustés à la lumière de ce 100 000 $-là, vous allez être contre. Ah, c'est sûr et certain. Puis écoute, ça va être clair, net et précis. J'ai pas sorti dans les médias pour rien, là. Moi, si on arrive avec une augmentation subséquente, mais c'est sûr que je vais apporter une résolution pour que Newport et les autres quartiers ne payent pas pour l'augmentation salariale. Visiblement irritée par le comportement de M. Godbout, Louisette Langlois n'avait qu'une chose à dire au sortir de la rencontre. Ça n'aurait pas dû être un problème parce qu'on aurait pu régler ça à l'interne. C'est parce que ça a pris les médias inutilement. C'est un sujet qu'on était d'accord à discuter à l'interne. Puis, en tout cas, un membre du conseil a décidé qu'il partait avec ça dans les médias. Pourtant, l'exercice se serait fait quand même. Thierry Haroun pour TVCGR, à Chandler. Rien n'allait plus entre la ville de Grande-Rivière et la firme Can Aquaculture, alors que les deux parties ne se parlaient que par procureur interposé depuis l'envoi d'une mise en demeure. Thierry Haroun avait ces détails. Un projet d'élevage de saumon de l'Atlantique de 16 millions de dollars de la firme Can Aquaculture, dans sa première phase, devant prendre place dans le parc industriel de Grande-Rivière, prend l'eau depuis que cette compagnie a envoyé une mise en demeure à la ville le 15 janvier dernier. Dans les faits, le 15 février 2016, l'ancienne administration, sous le maire Bernard Stevens, donne son appui au projet par voie de résolution unanime en session extraordinaire, avec à la clé un congé de taxes, une cession de terrain
et autres avantages sous certaines conditions. Arrivé au pouvoir en novembre dernier, le nouveau maire Gino Cyr et son administration rencontrent les promoteurs. Un entretien qui visiblement ne s'est pas terminé en bons termes puisque le conseil municipal a voté par la suite une résolution unanime le 11 décembre 2017 abrogeant la résolution de février 2016 au prétexte que le projet initial en vertu de cette résolution a été modifié, lit-on. Le divorce est entendu le 15 janvier dernier avec cette mise en demeure de la firme, confirme le maire Gino Cyr, qui demeure prudent dans ses propos. Donc, étant donné qu'il y a des processus juridiques qui sont entamés, donc moi, je m'en tiens à ça. Je vais juste commenter là, à la fin du processus. L'ex-maire Bernard Stevens voit l'abrogation de la résolution de son administration de février 2016 comme un camouflet de la part de l'actuelle administration. C'est un manque, je pourrais vous dire, flagrant de confiance et un manque de respect envers l'ancienne administration municipale. Que nous, ça fait au moins 2 ans qu'on a travaillé sur ce projet-là. On a travaillé fort, sans arrêt. On a rencontré le ministre, le sous-ministre, les fonctionnaires pour que ce projet-là se réalise. Puis aujourd'hui, on met le projet de côté. Je suis très, très déçu de la tournure des événements. M. Stevens rappelle à quel point ce projet serait mobilisateur. Il ne perd pas espoir, pour autant en demandant par la même occasion aux citoyens de faire pression sur le conseil municipal pour qu'il revienne sur sa décision. Le conseil municipal peut revenir sur sa décision. Je ne comprends pas qu'un tel projet a été mis de côté. C'est l'avenir, ça, économique de Grande-Rivière. Puis je ne sais pas si les élus, présentement, sont au courant. Il y a certains commerces qui en arrachent à Grande-Rivière. Il y a certains commerces qui ont de la difficulté à rejoindre les deux bouts. Avec ce projet-là, on peut dire qu'il y a eu des nouveaux arrivants. Parce que c'était des emplois très bien payés, à 20-25 piastres de l'heure. C'est malheureux pour notre communauté. Puis moi, je demande aussi aux gens d'intervenir auprès des membres du conseil pour travailler de concert avec Cannes Aquaculture pour qu'ils viennent refaire les démarches pour venir s'installer. Nous avons parlé à un responsable de Cannes Aquaculture qui s'est refusé à tout commentaire pour le moment, refusant même de confirmer l'envoi de la mise en demeure. Thierry Haroun pour TVCGR, à Grande-Rivière. Le projet de protection de réhabilitation du littoral de l'Anse-du-Sud de Percé a reçu du financement du gouvernement fédéral. Thierry Haroun avait couvert l'annonce. C'était devenu un secret de polichinelle, mais il fallait bien le confirmer. Ainsi, Ottawa verse 2,5 millions de dollars dans ce projet névralgique au cœur de la capitale touristique régionale, ce qui complète son aide totale de 3 millions de dollars sur cette initiative de quelques 7,2 millions, dont 600 000 en provenance de la ville et le reste de Québec. La ministre fédérale Diane Leboutillier n'était pas peu fière de l'annoncer à la caméra. Ottawa finance la partie récréo-touristique et comme Mme le maire le mentionnait un peu plus tôt, Québec s'est assuré de financer la sécurité et nous, on est venu mettre le crémage sur le gâteau qui fait là, que ce soit beau pour les gens du milieu, puis que ce soit beau aussi pour les touristes, que ce soit agréable pour justement faire en sorte que le développement touristique, Percé repose sur l'industrie touristique, donc de tout mettre en œuvre pour que Percé ait le vent dans les voiles au niveau de l'offre touristique. En plus d'une nouvelle promenade en bois de quelques 800 mètres, ce volet prévoit la construction d'un bâtiment neuf au parc municipal, le réaménagement de l'espace culturel Suzanne Guité, de même que l'aménagement d'une aire de jeu pour enfants, d'espaces de stationnement et l'installation de mobilier urbain. Des travaux de plantation, d'éclairage et d'aménagement paysager seront également réalisés. Le tout devrait être complété le 15 juin prochain, à temps pour la prochaine saison touristique. Thierry Haroun pour TVCGR, à Percé. Le tout premier événement Festi-Neige a rassemblé de nombreux participants à Percé. Voici le bilan que j'avais dressé. C'est avec une fin de semaine ensoleillée que s'est tenu le premier Festi-Neige de Percé. Des journées bien remplies avec des activités telles que du hockey libre, glissade, tectonique, course de motoneige antique, initiation au traîneau à chien, raquettes et plus, qui ont attiré beaucoup de gens, même de l'extérieur de la région. On a eu une très belle première édition. En vrai, je pense qu'il y avait une demande. Je pense qu'on a réussi à répondre à cette demande-là. Je vous dirais entre 2000 et 3000 personnes. Peut-être même qu'on touche aux 2500.
C'est pas encore compté à point, là. En fait, on a eu du monde de Sainte-Anne-des-Monts, Bonaventure, Passe-Pébiac, donc on parle un peu de tourisme plus proximité, mais de tourisme quand même. Cette fin de semaine a débuté le vendredi où l'admission pour les enfants était gratuite et ils ont pu en profiter. Ça a super bien été. Il y avait vraiment beaucoup d'enfants. Cette journée-là, on a eu au moins 350 personnes, mais plus les enfants, ça faisait un petit peu plus de personnes aussi. Donc, les enfants ont vraiment apprécié. Donc, il y avait des sourires sur toutes les lèvres avec les mascottes, le jeu gonflable, la patinoire et la glissade. C'était vraiment génial. En plus que l'expérience tectonique à l'intérieur du géoparc et la salle de jeu de cordage était ouverte à tous et gratuite. Ils ont vraiment aimé ça, ils ont vraiment trippé, là. Les organisateurs du festinage ont reçu beaucoup de commentaires. Beaucoup, puis ils sont tous positifs. Donc, on est vraiment très heureux des commentaires de tous. Puis, on a beaucoup de demandes pour une prochaine édition, donc c'est certain qu'il va y en avoir une. C'était Jean-Denis Laparrière à Percé. Le ministère de l'Environnement n'avait toujours pas donné le feu vert au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour brûler les camps de chasse illégaux dans notre région. Thierry Haroun avait préparé ce reportage. Cette lettre névralgique dans ce dossier est datée du 29 janvier dernier. Elle confirme que le MERN a fait une demande d'autorisation auprès de l'Environnement le 17 janvier afin de procéder au brûlage de 63 camps illégaux dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Maintenant, la teneur de cette lettre est claire. Le ministère de l'Environnement demande aux ressources naturelles de se conformer aux règles environnementales et à des conditions strictes pour procéder au brûlage. Cela dit, le ministère de l'Environnement nous a indiqué par courriel que le MERN lui a envoyé des informations depuis, en précisant plus loin que la demande de certification d'autorisation est actuellement en analyse. Visiblement irrité par nos questions pointues, les ressources naturelles nous a fait valoir par courriel que cette lettre s'inscrit dans le cadre de discussions en cours entre les deux ministères pour l'octroi des permis. Il n'a rien de nouveau à ajouter de notre côté. L'objectif est de libérer 63 occupations sans droit dans votre région et le faire en toute conformité, dit-on. En réaction, le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre, salue l'approche de l'environnement afin de s'assurer que les règles soient respectées, mais avec un bémol. C'est la bonne direction, mais je vous dirais que c'est quand même décevant de voir que le ministère de l'Environnement, qui a peut-être été, je dirais, un peu trop bon garçon dans les dernières années à l'égard de son ministère collègue et les ressources naturelles, aujourd'hui, semble vouloir faire appliquer les normes. Mais est-ce que ça n'aurait pas dû toujours être comme ça? C'est un peu inquiétant et décevant que le ministère de l'Environnement doit ramener le ministère des Ressources naturelles à l'ordre. Puis on le sait, on a eu de nombreux témoignages là, à l'effet qu'il y a eu des camps qui ont été brûlés, puis le ménage n'a jamais été fait. Les résidus sont demeurés sur le terrain en question. On parlait de sous-traitants, puis chacun se renvoyait la balle. Donc j'ai toujours dit que c'est une façon cavalière de la part du ministère des Ressources naturelles qui a été extrêmement négligente dans les 20-25 dernières années. Dans la côte de Gaspé, le problème des camps de chasse illégaux est pris très au sérieux. C'est pour cette raison que les élus ont décidé récemment de prendre cet enjeu à bras-le-corps parce que la situation ne peut plus durer, selon son préfet Daniel Côté. On sait que c'est quelque chose qui se reproduit d'année en année, qui crée des malaises, qui crée des inconforts. Tous les hivers, t'as un ministère qui part dans le bois pour brûler des camps de chasse, des gens qui occupent le territoire sans droit. M. Côté propose de régulariser les camps de chasse et ses occupants qui sont sans droit sous forme de projet pilote en collaboration avec les ressources naturelles. Et de s'organiser pour que ces gens-là puissent avoir un bail sur l'emplacement qu'ils occupent déjà. Surtout ceux qui ont un emplacement déjà fixe. C'est souvent ces emplacements-là que le ministère va brûler. Mais ces gens-là pourraient payer leurs droits, puis quitte à compenser, parce qu'il y a des gens qui ont des baux depuis bien longtemps, mais quitte à mettre plus d'argent dans la balance pour acquérir leurs droits, puis certains qu'il y en a qui voudraient le faire, de sorte qu'ils occuperaient le domaine public en toute légalité pour l'avenir, puis on n'aura plus besoin d'aller les brûler. Par contre, il en restera toujours qui ne voudront pas payer. Puis ceux qui ne veulent pas payer, une fois qu'on aura même une échéance, ils deviendront des squatteurs, puis eux autres, on les fera déguerpir du territoire public s'ils ne veulent pas se conformer. Mais ceux qui veulent se conformer, puis je crois que c'est la majorité des gens, ouvrons-nous les yeux un petit peu, au lieu d'aller les brûler, offrons-leur un bail, il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont prêts à payer leur bail, qui sont prêts à se régulariser. Ce serait peut-être une optique intéressante à regarder. Une idée qu'appuie le député Lelièvre en rappelant toutefois que pour ce faire, il faudra l'appui de tous les partenaires, dont les associations des chasseurs de la Gaspésie, entre autres. Je suis convaincu que ça va prendre l'implication des associations au niveau national, des associations au niveau régional,
pour avoir parlé aux deux ministres concernés, ressources naturelles et faune, dans les dernières années. Eux font beaucoup à faire avec, se fient beaucoup sur les recommandations de leurs partenaires. Puis c'est normal que sont les associations de chasse, de pêche et de faune au Québec. Et jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu d'appui dans ce sens-là. Est-ce que les associations, notamment au niveau national, vont vouloir ouvrir une brèche? C'est la question que je peux me poser. Thierry Haroun pour TVCGR à Percé. Québec a versé les sommes manquantes afin de concrétiser un projet d'unité de logement pour personnes aînées en légère perte d'autonomie à Chandler. Thierry Haroun nous présentait ce reportage. Pour boucler le budget de ce projet de près de 6 millions de $, il manquait 610 000 $. C'est précisément ce que la ministre de l'Habitation, Lise Thériault, a annoncé à l'hôtel de ville de Chandler devant le gratin politique et communautaire de la région. Dans les faits, cette somme vient compléter la part du milieu qui devait amasser plus de 1,2 million de $, qui avait tout de même réussi à amasser 682 000 sous diverses formes, telles qu'un congé de taxes de 35 ans offert par la Ville, 75 000 de la MRC du Rocher-Percé, 50 000 du Mouvement des Jardins et plus de 90 000 en provenance du Fonds de développement économique de Chandler, entre autres. Le reste du montage se traduit par une subvention de 2,1 millions de la Société d'habitation du Québec et une garantie de prêt hypothécaire de 2,3 millions. Chose certaine, il était minuit moins une pour ce projet de 30 unités de logement qui est, depuis des lustres, dans les cartons de la municipalité et les habitations des aînés de Chandler, dont le conseil d'administration était prêt à fermer les livres dès mai prochain si Québec ne versait pas les sommes manquantes. C'est donc avec un soupir de soulagement que son vice-président, Gilles Leroy, reçoit cette bonne nouvelle. Oui, ça a été un combat pour moi d'au moins 4 ans. Monsieur Dupuis, ça y a pris 8 ans à travailler pour obtenir ce projet-là. Puis heureusement, aujourd'hui, ça aboutit. Ça aboutit, c'est fait, ça va être fait? Ça va être fait. Les architectes, les ingénieurs seront engagés prochainement. Ce qu'on vise, c'est d'aller en appel d'offres à l'été, construction début d'automne, ouverture autour de septembre 2019. Gilles Roy rappelle à quel point ce projet, qui prendra place derrière l'atelier d'art, va répondre à un besoin criant. Actuellement, on a 48 personnes qui sont prêtes à entrer à l'ouverture, mais on a une liste autour de 160 personnes qui ont acheté des cartes aujourd'hui. La mairesse Louisette Langlois, elle qui a fait pression auprès du cabinet de la ministre Thériault encore tout récemment, était, on le comprendra, tout sourire. Ça fait longtemps que les résidents attendent, les citoyens chez nous attendent pour vendre leur maison et enfin prendre un appartement. Mais vous avez vu comment c'est long. Ça a juste pris 2 ans au ministère, mais chez nous, ça a pris 6 ans pour travailler le dossier. Fait que c'est pas des choses simples et aujourd'hui, c'est concrétisé. On en est heureux. Merci, Mme Thériault. C'est le bonheur aujourd'hui. Ce projet pourra accueillir 36 personnes à la fois. Thierry Haroun pour TVCGR à Chandler. Voici maintenant les nouvelles qui ont marqué le 2e trimestre. Une tragédie a secoué les 75 personnes qui travaillaient au marché blé de Pabot, l'usine de transformation ayant été ravagée par les flammes. Thierry Haroun était sur place. La scène est cauchemardesque. L'usine bien connue dans la région n'était plus qu'un amas de bois brûlé, de cendres éparpillées sur des dizaines de mètres. Bref, l'enfer s'est abattu sur ce coin de Chandler en pleine nuit, sans crier gare. Au moment de notre arrivée sur les lieux, une douzaine de pompiers de Chandler étaient sur place pour surveiller le tout comme la Sûreté du Québec et Transport Québec. L'agent Claude Doiron de la Sûreté du Québec raconte. Nous, on a été appelés vers 2h23 en assistance au service incendie de Chandler. On parle ici d'un incendie majeur, en fait, qui a eu lieu dans une usine, comme vous le savez, le marché blé de Pabot. Secteur Pabot de Chandler. Pour l'instant, on sait que l'usine serait perte totale. L'enquête comme telle appartient toujours au service incendie de Chandler, mais advenant le cas, on découvrirait un élément suspect, douteux dans le cadre de cette enquête-là par le service incendie. Bien, à ce moment-ci, l'enquête serait confiée à la Sûreté du Québec, ce qui n'est pas le cas au moment où on se parle. Côté de la Sûreté du Québec, notre travail a été de contrôler la circulation, parce qu'on sait que la route 132 a été fermée à toute circulation dans les deux sens pendant plusieurs heures. Seul le bâtiment servant de poissonnerie adjacent à l'usine disparue est demeuré debout. Nous y sommes entrés pour rencontrer le copropriétaire Richard Blais et son équipe, visiblement dévastés et avec raison, d'autant que 75 emplois viennent d'être perdus alors que la saison de pêche ne fait que commencer et que le programme d'assurance-emploi était arrivé à échéance pour les employés. On peut entendre M. Blais qui espère
que les paliers gouvernementaux seront accompagnés des employés désormais sans travail. Environ 75 employés se retrouvent sans emploi ce matin. Donc pas de chômage parce qu'ils étaient à la fin de leur chômage d'ailleurs? Non, pas de chômage non plus, c'est ça. Avec les wasters, ils ont de la difficulté à faire le tour. Là. Fait qu'au début de saison comme ça, ils n'ont plus de chômage non plus. Faut dire que c'est une lourde perte pour la région. Oui. Fait que y a des familles, et puis il y en a beaucoup qui sont venus ce matin, puis ils pleuraient. Là. Oui, hein? Ouais. La mairesse Louisette Langlois est de son côté sous le choc. Mais écoutez, promis-moi, cette entreprise, ça fait longtemps que le Marché Blé est en place. C'est une industrie puis, de très grande qualité. Hein. On y trouvait des produits toujours frais. Et puis, c'est une grande perte pour notre ville, bien sûr. Et en plus, des pertes d'emplois. C'est un impact important là dans le milieu. Puis, on va demander de l'aide de nos gouvernements. Là. On a 2 gouvernements pour aider l'entreprise là, et les employés à se trouver de l'emploi là, en attendant que quelque chose se passe. Et puis, on a peut-être d'autres usines aussi qui ont besoin d'employés actuellement, là, qui vont commencer leur activité. Vos pensées vont aux employés qui ont perdu leur emploi? Oui, bien beaucoup. Là. Écoutez, c'est pas facile. Jointe quelques minutes plus tard, la ministre Diane Leboutillier est aussi de tout cœur avec l'entreprise et les employés en précisant que déjà les industriels de la région sont à pied d'œuvre pour reclasser les travailleurs concernés. Effectivement, un choc pour la communauté parce que on parle d'une entreprise familiale qui faisait partie là de notre économie, qui faisait partie du décor pour les gens ou une perte pour les employés. Toute entreprise qui vit une fermeture, que ce soit par un feu ou tout autre, c'est toujours dramatique là, pour la région. Donc, je suis de tout cœur avec la famille Blais, mais aussi avec les employés qui eux vont avoir besoin de travail. Et déjà, je vous dirais que tôt ce matin, j'avais déjà des confirmations que les industriels de la région qui sont dans le secteur des pêches, parce qu'on sait que la saison de la pêche vient de débuter, étaient déjà en contact et avec la famille et aussi avec le regroupement des employeurs pour pouvoir offrir des emplois aux employés. Et pour ceux qui ne trouveraient pas d'emploi, nous lui avons demandé si Ottawa comptait faire quelque chose. Madame Leboutillier a insisté pour dire que tous les travailleurs devraient trouver du travail à la lumière du manque de main-d'œuvre dans le secteur des pêches. Je dirais qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est sûr qu'ils vont les replacer parce que les entreprises, que ce soit à Sainte-Thérèse, eux autres étaient avec l'embauche, là, ils embauchaient des gens de l'extérieur pour pouvoir pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, d'avoir de la main-d'œuvre sur place, c'est beaucoup plus intéressant là, pour les industriels. Donc, c'est le message que vous lancez aussi, là? Oui. Thierry Haroun pour TVCGR, à Pabot. Suite à ces événements, plusieurs de ces travailleurs ont trouvé un emploi dans une autre usine. Voici le reportage que Thierry Haroun avait préparé. Les cendres de cette usine, véritable référence du secteur, fumaient encore que déjà le regroupement des employeurs du secteur bioalimentaire, qui regroupe plusieurs usines de transformation de produits marins de la MRC du Rocher-Percé, s'est mis à la tâche pour reclasser les 75 travailleurs qui ont perdu leur emploi et dont les prestations d'assurance-emploi arrivaient à échéance. La directrice du regroupement, Sylvie Ritchie, confirme l'effort concerté des entreprises. Les différentes usines qui font partie du regroupement sont intéressées à faire l'embauche de ces employés du marché blé de Pabot. Les gens peuvent venir me voir directement au regroupement des employeurs ou m'appeler au 418-689-9755 ou le 418-385-1583, poste 108. Moi, je suis prête à les accueillir pour demander s'ils veulent vraiment travailler dans les usines de pêche. Moi, les usines de transformation qui font partie du regroupement des employeurs, qui sont intéressés à faire travailler ces gens-là, c'est Poisson salé gaspésien de Grande-Rivière, les crustacés de Gaspé de Grande-Rivière, Gagnon et Fils de Sainte-Thérèse et le lièvre et le moignon de Sainte-Thérèse. Eux autres sont prêts à engager ces employés-là. Non seulement des usines se sont déjà portées volontaires à l'embauche de ces travailleurs, mais qu'il sera normalement possible de faire 14 semaines de travail de sorte à se qualifier à l'assurance-emploi, ce que plusieurs d'entre eux craignaient ne pas pouvoir faire. On peut entendre à nouveau Mme Ritchie. Ils m'ont dit pour faire leurs 14 semaines, il n'y aurait pas de problème, mais ce n'est pas 14 semaines consécutives. Il y aurait peut-être un laps de temps qu'il n'y aurait peut-être pas de production, mais moi, je me dis peut-être Emploi Québec aurait peut-être des mesures là, adaptées à ces gens-là là,
pour se permettre, là, le petit manque à gagner, ce serait peut-être une genre d'allocation, mais moi, je ne peux pas vous en dire plus. Mais pour faire les 14 semaines assurables, c'est ça que moi, les industriels de transformation de marais m'ont dit. Là. Thierry Haroun pour TVCGR, à Grande-Rivière. Une pétition qui avait été lancée pour que la Gaspésie change de fuseau horaire en s'ajustant à l'heure des Maritimes a fait jaser toute la province. Mais selon certains intervenants, ce n'aurait pas été une bonne chose pour les écoliers. Thierry Haroun avait fait le point. C'est du moins ce qu'avance l'hôtelier de Percé bien connu Jean-François Gagné, qui a décidé de faire partie du débat public sur cette question qui a fait couler beaucoup d'encre depuis la mise en ligne de la pétition qui a recueilli à ce jour plus de 2500 signatures. L'angle que prend M. Gagné est plutôt singulier et digne de mention du fait qu'il va au-delà de l'argumentaire économique que tout un chacun a donné jusqu'à maintenant, que ce soit les pour et les contre, avant d'ajouter que cet enjeu vaut la peine d'être débattu, sauf que... Je crois que ça vaut la peine d'en parler, mais il faut en parler de la bonne façon, c'est-à-dire que pas de la façon dont c'est fait actuellement, où on dit aux gens, là, vous allez bénéficier d'une heure de plus, on voit juste les beaux côtés, puis on fait signer des pétitions sans vraiment qu'il y ait de discussion, puis que les gens voient tous les tenants et aboutissants de cette décision-là. Juste une chose qui est complètement oubliée du discours, c'est la question des enfants qui prennent l'école le matin, que je trouve aberrante. Ce point-là, à lui tout seul, fait en sorte que ça n'a pas de sens, parce que ça n'a aucun sens qu'on demande à nos enfants d'attendre l'autobus scolaire dans la noirceur le matin. Les enfants ont besoin de lumière. Il fait ici référence particulièrement aux écoliers qui, l'hiver venu, si on devait s'ajuster à l'heure des Maritimes, attendraient l'autobus en pleine nuit. Il serait, selon lui, ridicule de satisfaire aux pêcheurs de saumon de se lever une heure plus tard, un des arguments soulevés par ceux qui sont pour le changement d'heure, alors qu'on ferait attendre les écoliers dehors l'hiver dans la noirceur. Il estime par ailleurs que pour le tourisme, en l'occurrence pour le secteur hôtelier, l'idée de changer de fuseau horaire ne serait pas une bonne idée. On peut l'entendre à nouveau. Les gens arrivent très tard parce qu'ils partent de Québec, qu'ils partent de l'Outaouais ou qu'ils partent de Montréal. Les distances de Google, les distances qu'ils trouvent sur Internet, les distances, le temps que prend sont bonnes, mais le temps que ça prend, c'est pas le bon temps. Alors, les gens sous-estiment le temps de déplacement d'à peu près entre 2 et 3 heures l'été, quand ils se fient à leur GPS, à Google ou à leur téléphone. Donc, ils arrivent tard. Souvent, il reste un restaurant disponible, s'il est encore disponible. Puis, la plupart des petits commerces, il y a beaucoup de petits commerces en Gaspésie, on n'a pas de service de nuit, nous autres. Alors ça, c'est la réalité, puis ça ne changera pas. La directrice de Tourisme Gaspésie, Joëlle Ross, qui ne s'exprime pas au nom du conseil d'administration de son organisme parce que cette question n'a toujours pas été tranchée, est du même avis que M. Gagné en précisant qu'il n'y a aucun avantage à aller en ce sens pour le secteur touristique. Donc, il faut s'imaginer que notre touriste québécois, il part de Québec, il fait ses réservations, mais tout à coup, au milieu de la route, le changement d'heure se fait. Changer d'heure, quand tu changes de province, c'est fort possible, puis on s'entend tout à ça. Mais changer d'heure en plein milieu d'une route, où c'est une péninsule, une route qui tourne, c'est un peu difficile à comprendre, puis ça sera sûrement difficile à gérer techniquement sur le territoire. Je m'imagine quelqu'un de Québec qui fait une réservation sur Matane, puis que l'heure change un petit peu avant Matane, il va sûrement être en retard ou en avance, ou il n'aura pas bien compris que l'heure avait changé. Thierry Haroun pour TVCGR à Percé. Lors de son passage dans la région, le poète, auteur, compositeur, interprète Raoul Duguay a reçu un hommage à la Bibliothèque municipale de Grande-Rivière. J'étais sur place et voici ce que j'avais préparé. Raoul Duguay, artiste multidisciplinaire originaire de l'Abitibi, était de passage à Grande-Rivière le 8 mai dernier où un hommage lui a été rendu. C'est un premier événement du genre pour la Maison de la culture de Grande-Rivière et Samuel Méthode-Laflamme, qui en est son directeur, nous en explique davantage. On a été approché par Sylvain Rivière, qui est un grand auteur, compositeur, etc., qui nous a donné cette mission-là d'organiser un événement pour Raoul Duguay. Et donc, c'est pour ça qu'on a organisé ça. Puis on a travaillé en collaboration avec Gérald Mercier, un ancien de la Maison de la culture, qui nous a donné pas mal d'informations. Puis on a travaillé conjointement, moi, Sylvain Rivière et Gérald, pour l'organisation. Puis la Ville a été un grand partenaire dans l'organisation aussi, en nous donnant de l'équipement, en nous prêtant, en fait, et en payant aussi le vin d'honneur, etc. Pour Gino Cyr, maire de la Ville de Grande-Rivière, il était important de souligner l'apport culturel que Raoul Duguay lègue à la société, d'autant plus que ses origines sont d'ici. Il a laissé sa marque de commerce, tu sais,
interprète, compositeur, chanteur. Donc, on s'est dit pourquoi pas profiter de l'occasion. Et étant donné que ses origines, là, son père est un Gaspésien, anciennement résident là, de Petite-Rivière. Donc, nous, on pense qu'au niveau culturel, c'est un événement qu'il faut les souligner ce soir. Puis, profiter de sa présence pour lui remettre une marque de reconnaissance. Puis, je pense qu'un certificat résident honorifique correspond très bien, là, comme quoi qu'on reconnaît là, son apport au niveau développement culturel au Québec. Pour Raoul Duguay, c'est plus qu'un hommage à lui, c'est un hommage à 4 générations de Duguay. Et le fait que le maire l'honore en tant que citoyen honorifique de Grande-Rivière le touche beaucoup. Je reçois ça comme on rend hommage à mon père, à mon grand-père et à mon arrière-grand-père, Gédéon Duguay, Joseph Duguay, Armand Duguay, dont je suis le fils. C'est ça qui me touche le plus, c'est que on rend hommage à la génération, à 3 générations. En fait, 4 générations. Et c'est ce qui me touche le plus, ce qui m'a touché le plus, c'est que M. le maire m'a donné un cadre sur lequel c'est marqué que j'étais un citoyen d'honneur de Grande-Rivière. Ça me touche beaucoup parce que je me sens chez nous ici, puis je vais revenir sûrement. Si on me dit que je suis un citoyen de Grande-Rivière, je vais revenir. En plus du cadre honorifique, Raoul Duguay a reçu une photo bien spéciale. La maison de mon arrière-grand-père Gédéon, qui avait une petite ferme et qui était aussi pêcheur. Et dans cette même maison-là est né son fils Joseph et le fils de Joseph, Armand, mon père. Alors, tu sais, c'est vraiment une maison ancestrale qui n'existe plus. Elle a été démolie et elle n'existe plus, mais au moins on a un souvenir de ce lieu-là. C'est à Sainte-Thérèse de Gaspé, là. C'est dans le cadre du tournage d'un film sur sa vie et sa carrière que Raoul Duguay était de passage dans la région. Yves Langlois, réalisateur indépendant, nous présente ce sur quoi portera le film. Fait que depuis plus de 15 ans, Raoul et moi, on développe un concept de scénario qui consiste principalement à présenter tout le processus créatif de Raoul. Parce que Raoul, c'est un artiste qui a toujours été considéré comme très flyé, mais en même temps, c'est un monsieur qui est très scientifique, qui est très articulé, qui est très précis. Il fait beaucoup de recherches dans ce qu'il fait. Puis après ça, il présente ça de façon un petit peu légère, mais c'est pas léger comme contenu. Et on appelle le film Raoul Duguay au-delà, par-delà la Bétatibi. Comme d'ailleurs le livre s'appelle L'arbre qui cache la forêt, la chanson La Bétatibi nous empêche des fois de connaître l'artiste dans son ensemble. Et Raoul, c'est un sculpteur, c'est un peintre, c'est un auteur, c'est un philosophe, c'est un poète, c'est un musicien. C'est aussi un formateur qui a travaillé beaucoup avec des entreprises, des individus, des chanteurs. Donc, c'est tout l'ensemble de cette personne-là que nous, on veut faire connaître. Et aussi, comme j'ai le plaisir d'être un grand ami de Raoul, mais c'est de faire connaître aussi un peu son intimité, son jardin, sa maison, son entourage, son milieu. Donc, ça va présenter Raoul dans son ensemble, la foultitude de Raoul, comme il dit lui-même. Il y a encore du tournage à faire, possiblement jusqu'au mois d'octobre. Comme Raoul Duguay est né le 13 février 1939, l'objectif est de diffuser le film le 13 février 2019 pour souligner ses 80 ans. C'était Jean-Denis Laperrière à Grande-Rivière. Moi je viens de la Bétatibi, moi je viens de pays qui est un arbre fort. Moi je viens de pays qui pousse dans le nord. Allez, La pêche au crabe et au homard ont été malmenées ce printemps à la suite de la fermeture de certaines zones de pêche pour protéger la baleine noire, tant en ce qui concerne les pêcheurs que les usines et leurs employés. J'avais monté un dossier sur le sujet, le voici. L'an dernier, une douzaine de carcasses de baleines noires ont été retrouvées dans le golfe du Saint-Laurent. Plusieurs individus de cette espèce hautement menacée étaient empêtrés dans de l'équipement de pêche. Afin de protéger l'espèce, Pêche et Océan Canada a fermé des zones de pêche dans le golfe du Saint-Laurent cette année.
Certains secteurs ont été fermés pour la saison entière, tandis que d'autres le sont sur une base d'observation du cétacé temporairement. Au départ, seuls les crabiers étaient touchés. Mais le 11 juin dernier, le gouvernement a annoncé la fermeture d'une zone touchant la pêche côtière au homard dans le secteur entre Gascon et Percé, puisqu'une baleine noire a été aperçue à 10 km au large de Newport. Le capitaine Jean-Marc Arbour affirme prévoir perdre environ 20 000 avec la fin de ses activités et s'inquiète pour ses employés. On a 6 semaines de pêche de fête, puis les employés, on va dire quoi, ils ont juste 6 semaines de travail de fête. Tu vas prendre des employés où l'année prochaine? Hein? Cette mesure touche 172 détenteurs de permis de homard sur 163. Le regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie a bien tenté de faire revenir le gouvernement fédéral sur sa décision en lui proposant des solutions, mais sans succès. On a déposé 2 plans. Un jeudi passé au ministère, lui demandant de surseoir, c'est-à-dire la délimitation du côté nord de la zone d'alimentation, d'aller à l'alimentation pour la ramener à 10 brasses de la côte, à une profondeur de 10 brasses, parce que nous, on ne croit certainement pas que les baleines vont venir se fracasser les mâchoires sur la falaise pour manger, pour s'alimenter. Et ça a été refusé automatiquement. Puis, samedi après-midi, on a décidé de tenter une autre chance, c'est d'écrire un autre plan. Cette fois-ci, c'est un plan de surveillance de la baleine en période d'activité de pêche, comme c'était prévu dans le protocole pour certaines pêcheries, dont la pêcherie du Flottant et la pêcherie du maquereau au filet moyen. On s'est dit, compte tenu que nous, les homardiers, on n'a aucune espèce d'historique avec les baleines, on est coupable de ne pas en avoir tué. Alors on s'est dit, peut-être que le ministère va être censé, puis il va comprendre que si on surveillait nos équipements de pêche, tout comme c'est prévu dans le protocole, il pourrait nous laisser pêcher. On a pris du vidéo sur le long de la côte pour démontrer, avec un drone, pour démontrer au ministère que l'endroit où on pêchait, c'était même voire impossible que des baleines puissent s'y rendre, puisqu'on pêchait, puisque 80% de nos casiers sont en dedans de 18 pieds d'eau. Finalement, pour se faire dire non. Le ministre maintient sa position ferme, le respect du protocole signé avec les Américains. Le 15 juin, les ministres provinciaux Pierre Moreau, Laurent Lessard et François Blais étaient de passage à l'usine Gagnon et Fils de Sainte-Thérèse-de-Gaspé pour faire l'annonce de mesures d'aide rapide pour les travailleurs d'usine et les aides pêcheurs affectés par les mesures de protection des baleines. Il s'agit d'un programme de formation qui permettra aux travailleurs de recevoir un salaire pendant la fermeture des zones de pêche et de cumuler suffisamment d'heures pour se qualifier à l'assurance-emploi. Pour les usines, les tâches administratives seront allégées par la structure du programme. Chaque usine prend en charge donc ses employés à les inscrire à un plan de formation, donc on simplifie. Un responsable de la direction territoriale est identifié à chaque usine pour éviter le nombreux ministères, c'est plutôt discuter. Donc, il devient une interface avec les différents ministères. Donc, et dès lundi, parce que normalement, il va y avoir une pêche encore dimanche, dès lundi, s'il y en a qui sont en rupture de stock ou en limitation de travail, ils pourront immédiatement commencer donc à recevoir et à être inscrits et à recevoir des aides à la formation. Et les travailleurs, il faut bien comprendre, maintiennent leur lien d'emploi et maintiennent aussi leur salaire pendant toute cette période-là. Donc, en principe, ce qu'on m'a encore dit aujourd'hui, c'est que les ententes sont signées, que ça va très bien, que personne ne devrait perdre un sou dans l'opération. C'est ce qu'on souhaite. Selon O'Neill Cloutier, cette annonce est une bonne nouvelle pour les usines et les pêcheurs, car elle permettra de garder leurs travailleurs à l'emploi. Alors, la réponse est très, très rapide. En dedans d'une semaine, on a déjà des budgets, déjà des programmes de formation, déjà une assurance qu'on va garder nos travailleurs autant sur la mer qu'en usine. Et ça, je trouve que c'est fantastique. Là. La formation se fera en entreprise pour les travailleurs d'usine et à l'école des pêches pour les aides pêcheurs. Chez Gagnon et Fils de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, où on emploie environ 500 personnes, la transformation a pu continuer grâce à des réserves de produits, mais elles s'épuiseront vite. On avait accumulé certaines quantités d'homards pour travailler en juillet, comme on fait régulièrement. C'est juste que là, on va arriver à court de produits un peu plus rapidement. Fait que j'imagine que d'ici environ une semaine ou deux, c'est sûr qu'on va devoir avoir recours à la formation. Là. Du côté de le lièvre et le moignon, même s'ils achètent du homard et du crabe à l'extérieur de la région, il y a une baisse de la production. C'est sûr qu'en Gaspésie, on avait 14 pêcheurs.
On a perdu, il y a 10 pêcheurs qui ont été arrêtés. C'est que il en reste 4 sur 14. Au Nouveau-Brunswick, le nord de Miscou a été fermé. Les gens sont dirigés vers d'autres secteurs. Ils ont pu pêcher, mais les volumes ont baissé quand même. Puis, côté production, ça vous affecte? Production, ben, ça nous affectait un peu. C'est sûr que le volume a baissé par rapport à ça, quand même. Mais on a eu quand même du homard de l'anticaustique qui était quand même intéressant. C'est que ça a baissé un peu notre volume, mais on a réussi à continuer à fonctionner quand même. Ça se résume à combien de semaines de perdus? Parle peut-être plus d'une semaine de perdus au total. C'était Jean-Denis Laperrière à Grande-Rivière. Les Jeux des 50 ans et plus se sont tenus à Grande-Rivière cette année. Voici le bilan de la fin de semaine d'activité que j'avais dressé. Pour la première fois, Grande-Rivière recevait la 14e édition des Jeux des 50 ans et plus. C'était la deuxième fois que les Jeux se passaient dans la MRC. Il y avait 950 participants pour les 19 disciplines. Incluant les activités culturelles, il y avait environ 2000 personnes. Audrey Bastien, coordonnatrice des Jeux des 50 ans et plus, nous fait la description des activités. Le jeudi soir, la cérémonie d'ouverture, qui était un spectacle intergénérationnel de talents locaux. Hier soir, vendredi soir, il y a eu la conférence de Jean-Marie Thibault, excellent, sur le langage gaspésien. Et ce soir, il y a le banquet des Jeux, donc le grand banquet des Jeux à saveur de Grande-Rivière, puisqu'on offre le menu homard et crabe. Encore une fois, là, il y a beaucoup de participants. Et demain, on va clore le tout avec le brunch ainsi que l'église, donc la messe des Jeux. Il y avait 19 disciplines. Il y a eu 2 activités mieux-être le jeudi. Donc, c'était vraiment des activités plus participatives, sans compétition. Il n'y a aucune remise de médaille qui est faite. Le vendredi, on a eu une dizaine de disciplines. Et aujourd'hui, il y a eu une dizaine de disciplines, dont le vélo, la course à pied. On a vraiment là un grand inventaire de disciplines dans le sens qu'on a des activités plus sociales telles que le baseball poche qui accueille au-dessus de 200 participants. On a des activités plus physiques dont le vélo, la course à pied et on en a aussi plus intellectuelles telles que le Scrabble. Donc vraiment, il y a une diversité là, qui en a pour tous les goûts. Ce fut une fin de semaine couronnée de succès avec des bénévoles et une organisation qui ont su faire de ces activités une expérience agréable pour ses participants, ce que nous confirme Audrey Bastien. Ça a été des jeux incroyables, un comité haut dévoué, des bénévoles excellents. Les participants n'ont que de bons commentaires. Tout était très bien organisé. On n'a pas eu besoin de courir partout pour essayer de pallier à certaines difficultés. Tout était très bien organisé. Ce fut de très beaux jeux. En plus de toutes ces activités, il y avait une Honda Civic 2018 qui a été tirée lors du banquet de samedi soir. Près de 13 000 billets ont été vendus. C'est Jean-Alex Caillouette, un résident de Bonaventure, qui a gagné la voiture. C'était Jean-Denis Laperrière à Grande-Rivière. La toute nouvelle promenade de Percé a été inaugurée au début de l'été. J'étais sur place, voici mon reportage. C'est en compagnie de représentants du gouvernement du Québec et du Canada, ainsi que des municipalités de la région et de la MRC, que s'est déroulée l'inauguration officielle du projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud de Percé.
C'est l'aboutissement d'un vaste projet collectif pour la population de Percé. Ce projet totalise 20 millions de dollars d'investissement qui provient du gouvernement fédéral pour 3 millions, 16 millions de Québec et 1,1 million de la ville de Percé. C'est une grande fierté pour la mairesse de Percé, Mme Cathy Poirier, d'autant plus que le projet a été terminé dans les temps. Écoutez, c'est vraiment un grand jour. C'est beaucoup de travail qui a été fait effectivement dans un temps record. Donc, c'était difficile d'imaginer que ce projet d'envergure-là verrait le jour à Percé. Et c'est l'accomplissement d'un travail d'équipe exceptionnel, d'une collaboration exceptionnelle, des gens qui ont cru, les paliers de gouvernement qui ont été là pour appuyer le projet. Donc aujourd'hui, c'est certain, en ce 21 juin, début de saison touristique, c'est une grande fierté pour la ville de Percé. Pour ce qui est d'une partie importante du projet, soit la recharge de plage, avec ses 19 000 tonnes de galets, elle a déjà fait ses preuves lors des dernières tempêtes. La recharge de plage a d'ailleurs démontré son efficacité l'automne dernier, alors qu'aucun dégât a été causé par les tempêtes maritimes ayant frappé la côte. Et là, je peux vous dire, tout l'hiver, de mon bureau, j'ai une vue imprenable sur la nouvelle plage de Percé, et j'ai regardé les vagues tranquillement entrer sur la plage, déferler, être cassées au large. Donc, ce qu'on n'était pas certain, hein, on l'a constaté cet hiver, c'était beau de voir, même les vagues qui passaient par-dessus le quai, mais roulaient tranquillement sur la plage. Il est certain que des suivis réguliers seront nécessaires au cours des prochaines années avec des recharges d'appoint. Il reste maintenant le quai de Percé à reconstruire, mais on ne peut établir un échéancier précis pour le moment. Pour le ministre responsable de la stratégie maritime, Jean Damour, il faut faire des consultations avec le milieu avant de penser aux travaux. On n'en est pas rendu à l'étape des travaux. Moi, je suis plus sous l'angle des consultations parce qu'une fois qu'on s'est entendu, bientôt, on va dévoiler les chiffres liés à cette entente. Mais en même temps, moi, je ne veux pas qu'on donne à Percé un demi-projet. La promenade, c'est réglé, c'est fait. Il faut que le quai soit à la hauteur de la promenade et surtout à la hauteur des attentes et des besoins, notamment des pêcheurs et de l'ensemble de la communauté. Alors, l'engagement que j'ai pris déjà à l'égard de Gaspé, à l'égard de Mme la mairesse, c'est qu'on fasse des consultations. On essaie de se garder une marge de manœuvre financière pour s'ajuster le cas échéant. Chose claire, au cours des prochains jours, dans le pire des cas, au cours des prochaines semaines, on va revenir ici, faire part avec le fédéral de l'entente de principe et dévoiler le plan de match. D'une part pour les consultations et par la suite prendre les bonnes décisions et faire les travaux. C'était Jean-Denis Laperrière à Percé. Rétrospective 2018 vous a été présentée par vos centres de rénovation Home Hardware de Newport-Lance à Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien. C'était la première partie de Rétrospective 2018. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour la suite de la rétrospective.